Bon, on attend le dernier qui arrive. Il est pas loin, il est perdu entre la mairie et la salle Jean Moulin. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Juste une petite information, donc il était prévu une présentation là, du conseil départemental pour l'installation d'une antenne. Donc on a décalé ça à un prochain conseil municipal parce qu'il voulait un peu plus de temps que prévu. Et parce qu'il voulait qu'on débatte après, qu'on fasse des questions. Donc on décalera un prochain conseil municipal où l'ordre du jour sera un peu moins conséquent. Voilà. C'est bon, tout le monde est là. Eh ben on démarre, on fait l'appel. Donc quand on est Gérald, je suis là. Claire Péchel. Présente. Florian Grenier. Anne Drogo. Brahim Sadi, Dolores Adamski, Alain Fernandez pour pouvoir à Florian Grenier, René Martin pouvoir à Dolores Adamski, Pascal Lubin, Nadège Mancino, Sabine Alib, absente, Debéchillon, Florent, Arnaud Collet, José Dos Santos, pouvoir à Brahim Sadi, Vanessa Renard, Sébastien Magnier, Tresca Marie-Laure, Marie-Emeline Daubigny, pouvoir à Claire Péchel, présente. Françoise Soulier, pouvoir à Gérald Cantourné, ok, Damien Vassiguera, Laetitia Serpaggi, pouvoir à Anne Drogo, Éric Glénat, Présumé Franck, Clotilde Berthier, Aude Picard-Wolf, Stéphanie Bessé, Sébastien Ginesté, absent, Cédric Augier, absent, ça va exploser, et Charles Banqueri. Ok, donc je constate que le quorum est atteint. Donc nous allons pouvoir déclarer la validité donc, de la séance. Un secrétaire de séance. Alors la semaine, le dernier conseil municipal, c'était Marie-Laure de notre équipe. Franck, quelqu'un de ton équipe ce soir? On tourne? Ouais, je sais, ouais. Allez, c'est juste, oui, mais ils savent que c'est un leurre. C'est bon, Franck, pour eux? Ouais. Ouais. Donc Clotilde? Non. Pensez bien à prendre le micro, du coup, parce qu'avec les masques, on ne vous entend pas. Ok, merci, Clotilde. Donc, on va commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 4 février 2021, donc, que vous avez eu en pièce jointe avec la convocation. On va donc là pour l'approbation. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu du 4 février? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, compte-rendu du 4 février adopté. Je vous remercie. Donc, je vais vous donner lecture des comptes rendus, donc des décisions que j'ai été amené à prendre depuis donc le dernier conseil municipal. Donc, conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, j'informe donc les membres du conseil municipal des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation d'attribution accordée par le conseil lors de la réunion du 27 août 2020. Donc, je vais lire les actes de décision prises dans le cadre de l'exercice de la délégation donnée par le conseil municipal, conformément à l'article L2122-22. Donc, la décision numéro 2021-7.10-018 du 16 février 2021, qui concerne donc le report de la date d'application des tarifs de la redevance d'occupation du domaine public au 1er avril. Donc, l'application des tarifs votés le 4 février 2021 nécessite donc une phase d'information préalable
des entreprises susceptibles d'être assujetties et la mise en place d'un formulaire ainsi qu'une réorganisation du service en charge de leur gestion. Il a donc été décidé de reporter la date d'application initialement prévue le 1er mars 2021 au 1er avril 2021. On va faire les questions au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision ? Voilà, c'est juste le temps de se laisser pour prévenir les entreprises et pas qu'elles découvrent de but en blanc. Voilà. Décision numéro 2021-1.4-019 du 23 février 2021. La signature d'un contrat de location et de maintenance pour l'acquisition d'un logiciel de gestion électronique de documents, donc la GED, avec la société Rico France. Donc le système de gestion électronique de documents actuel, donc il arrive à son terme dans le courant du mois d'avril 2021. Il convient donc de procéder à son remplacement. Il a été décidé la signature avec la société Rico France SAS, dont le siège social est à Rungis, 94 150, Parc ICAD, Paris-Orly-Rungis, 7-9 avenue Robert Schuman, d'un contrat incluant la location et la maintenance du logiciel de gestion électronique de documents, donc la GED DocuWare, pour une durée de 20 trimestres, soit 5 années, et un montant hors taxe de 2 832 € par trimestre, décomposant comme suit. Donc 1 828 € hors taxe pour la location du logiciel DocuWare. Une fois la période de 5 années passées, le logiciel sera propriété de la commune. Ensuite, 1 004 € hors taxe, donc pour la maintenance avec mise à jour et montée donc de version incluse. À l'issue du présent contrat, le contrat de maintenance sera au tarif de 4 012 € par an, sous réserve de non-évolution du périmètre des licences de DocuWare. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision ? Décision numéro 2021-1.1-020 du 4 mars 2021, donc la signature d'un acte modificatif au marché 2019-10 de fourniture de produits d'entretien et d'hygiène et de petits matériels, donc avec la société Pierre Le Goff. Le marché 2019-10 relatif à la fourniture de produits d'entretien, d'hygiène et de petits matériels a été signé en 2019. Des besoins supplémentaires sont apparus depuis la signature de ce marché. Il est donc nécessaire de signer un acte modificatif avec le groupe Pierre Le Goff, Rhône-Alpes Centre, qui est Louis Olagne, boîte postale 625 69 191 Saint-Fond, CEDEX. Donc ces besoins complémentaires seront débloqués au fur et à mesure de l'avancée du marché. Et donc il y a 2 lots, un lot détergent, blanchisserie, restauration, sacs poubelles et produits, avec des savons, des nettoyants à vitres, des désinfectants surface, des détergents, et un deuxième lot, donc le lot numéro 3, des matériels de nettoyage et équipements avec des microfibres et pack Sloppy Rose, manche télescopique. Voilà, donc je vous fais grâce du contenu, mais vous avez la désignation des produits et les sommes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision ? S'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir passer au déroulé de séance avec les différentes délibérations. Premier thème, l'administration générale. Donc, première délibération, la désignation donc d'un conseiller municipal en charge des questions de défense. Donc, depuis 2001, année de l'instauration du programme de professionnalisation des armées et de suspension de la conscription, chaque conseil municipal a la possibilité de désigner en son sein donc un correspondant défense. Le développement du lien armée-nation ainsi que la promotion de l'esprit de défense sont au cœur de ce dispositif. Pour exercer ces fonctions, le correspondant bénéficie d'une information régulière. Il est en outre l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires territoriales et en particulier du délégué militaire départemental. La mission qui lui incombe s'articule autour de 4 axes principaux. Informer les citoyens de la possibilité qui leur est offerte de participer aux activités de défense au titre des préparations militaires, du volontariat et de la réserve militaire. Promouvoir les métiers de la défense et sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire en réalisant par exemple des manifestations à l'occasion de fêtes nationales, de célébrations ou de commémorations. Et enfin, organiser des visites des sites militaires et des conférences, des débats, etc.
Donc, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, la désignation d'un correspondant défense est vivement conseillée. L'expérience montre en effet que partout où il a été mis en œuvre, le dispositif a contribué au renforcement de l'implication des citoyens dans les affaires de défense. Donc, vu l'article 21-21 du Code général des collectivités territoriales, vu la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la désignation d'un correspondant défense au sein de chaque conseil municipal, je vous propose de présenter ma candidature et demande si d'autres conseillers souhaitent faire acte de candidature. Je vous propose qu'on fasse un vote à main levée pour gagner un peu de temps. Donc, s'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Je serai donc le correspondant défense pour le conseil municipal. Et j'ai déjà commencé à œuvrer puisqu'on a reçu déjà tout un tas de communications. Et donc, comme c'était précisé, c'est important d'avoir un relais sur la commune pour informer, entre autres, les jeunes à leur devoir, entre autres. Alors, deuxième délibération, la signature de la convention de prestation de services pour la mission d'aide à l'archivage pour la période donc, de 2021-2026 avec la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Donc, selon les dispositions de l'article L. 212-6 du Code du patrimoine, les communes sont propriétaires de leurs archives et, à ce titre, doivent en assurer elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. Elles doivent notamment prévoir les frais de conservation, dépenses obligatoires. Donc, le maire est responsable au civil et au pénal du maintien de l'intégrité des archives de la commune, donc si on se réfère à l'article L. 214-3 et 214-4 du Code du patrimoine. Au nom du ministre chargé des archives et par délégation du préfet, le directeur des archives départementales est en charge du contrôle scientifique et technique de l'état des archives des collectivités territoriales. Référence à l'article L. 212-10 du Code du patrimoine et R. 1421-1, R. 1421-2 du Code général des collectivités territoriales. En application de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités territoriales, les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou en partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ces communes membres pour l'exercice de leurs compétences lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes en fixe les modalités. Donc, dans ce cadre-là, le Pays Voironnais accompagne ces communes membres afin de leur permettre de se conformer à leurs obligations. Donc, un archiviste itinérant travaille pleinement au service des communes pour le traitement et le suivi des archives communales. Donc, je rappelle que la commune a déjà par le passé signé une convention pour la période de 2015 à 2020. Donc, pour information, les tarifs pour 2021 sont les suivants. Donc, coût horaire 32,77 €, forfait de la demi-journée de 3h30, 115 € et forfait journalier de 7 heures, 230 €. Voilà, donc je vous demande, considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du traitement des archives, donc collecte, tri, classement, cotation, préparation des éliminations, d'approuver la prestation de services pour la mission d'aide à l'archivage pour la période donc 2021-2026 avec la CAPV, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, et de m'autoriser à signer cette convention et tout autre document permettant l'exécution de la présente délibération. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération concernant la présence de l'archiviste, qu'on voit régulièrement, en effet? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Passons maintenant au budget et finances. Donc, je vous propose dans un premier temps l'approbation de l'affectation du résultat 2020. Je laisse la parole à Claire Péchel. Bonsoir. Alors, je vous propose d'affecter les résultats 2020 du compte administratif de la commune de la manière suivante. Donc, c'est celle qui est projetée, je ne sais pas si vous voyez bien au fond.
Donc, en termes de résultats à affecter, on a un résultat de fonctionnement antérieur reporté de 736 967,74 € et un résultat de la section de fonctionnement 2020 de 195 518,44 €, ce qui nous donne un total de résultats à affecter de 932 486,18 €. En termes d'investissement, on est à un résultat d'investissement antérieur reporté de 925 172,65 € et un résultat d'investissement 2020 à moins 620 521,10 €, ce qui nous donne un solde d'exécution de la section d'investissement au 31 décembre 2020 de 304 651,55 €. On a un reste à réaliser en dépenses au 31 décembre 2020 de 825 000 € et un reste à réaliser en recettes au 31 décembre 2020 de plus 67 000 €, ce qui nous fait un résultat d'investissement après reste à réaliser au 31 décembre 2020 de moins 453 348,45 €. En termes d'affectation du résultat sur le compte 1068, donc excédent de fonctionnement capitalisé, donc on alloue 455 000 €. Et au niveau du compte 002, donc excédent antérieur reporté, on est à 477 486,18 €. Donc on retrouve bien nos 932 486,18 € moins 455 000. Donc je vous demande d'approuver l'affectation du résultat de l'année 2020. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Donc, délibération suivante concerne donc le vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'exercice 2021. Alors, je vous indique qu'il est nécessaire de voter les taux d'imposition de l'année 2021 avant le 15 avril. Voilà, donc on est tout bon. Je vous rappelle que la loi de finances pour 2020 a acté donc la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Et depuis cette année, 80% des foyers fiscaux ne payent plus cette taxe sur leur résidence principale. Pour les 20% des ménages restants, l'allègement sera de 30% en 2021 et de 65% en 2021. Ainsi, en 2023, plus aucun ménage n'acquittera donc la taxe d'habitation au titre de sa résidence principale. Donc la taxe d'habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants. Donc dès lors, le taux de taxe d'habitation est figé sur le taux voté au titre de l'année 2019. Il n'est donc plus nécessaire de voter un taux de taxe d'habitation. Cette disparition du produit fiscal de la taxe d'habitation sera dorénavant compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues sur leur territoire, soit un taux de 15,9%, lequel viendra s'additionner au taux communal. Il est précisé que, commune par commune, les montants des taxes d'habitation ne coïncident pas forcément avec les montants des taxes foncières transférées. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur sera institué et permettra d'assurer l'équilibre des compensations de la taxe foncière entre les communes. Donc je vous propose de ne pas augmenter les taux de taxes foncières sur les propriétés bâties, donc les TFPB, et les taxes foncières sur les propriétés non bâties, TFPNB. Les taux proposés sont donc les suivants. Sur le foncier bâti, 41,11%. Donc il s'agit donc du taux communal de taxes foncières sur les propriétés bâties voté en 2020, soit 25,21%, auquel s'ajoute donc le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2020, que je viens de vous indiquer, à 15,90. Voici l'explication. Et le foncier non bâti à 74,49%. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions, déjà, sur cette délibération? Ouais.
Comme on enregistre... Alors oui, Éric Glénat, il faut que je précise qui parle. Excuse-moi. J'en prie. Juste une petite remarque. Au début de la délib, c'est Monsieur le maire qui Oui. présente. Et à la fin, c'est Madame la première adjointe qui... Voilà. C'est tout. Voilà, il y a une erreur. Merci. Donc c'est moi qui vous demande d'adopter les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération donc adoptée. 5e délibération. Et là, je repasse la parole à Claire Péchel. Alors, donc cette délibération concerne la constitution d'une provision pour créances douteuses. Donc, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au regard de la réglementation, visant la prise en charge au budget des créances irrécouvrables correspondant aux titres émis par la collectivité, mais dont le recouvrement n'a pu être mené à son terme par le comptable en charge du recouvrement et qui se traduira, au final, par une demande d'admission en non-valeur ou de créances éteintes. À titre d'information, le montant des créances douteuses et contentieuses de plus de 2 ans pour la commune de Turin, donc ça concerne les factures impayées de 2015 à 2019, est de 8 837,70 €. La commune se doit provisionner à minima à hauteur de 15%. Par ailleurs, les reprises sur provision permettent d'atténuer la charge sur l'exercice des dotations en provision des nouvelles créances douteuses et d'en diminuer l'impact, voire de les neutraliser sur le résultat de l'exercice. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à la reprise de la dite provision, ainsi constituée à hauteur du montant des créances admises en non-valeur ou créances éteintes sur les exercices à venir. Aussi, en accord avec le comptable, il est proposé au conseil municipal de constituer une telle provision au regard des montants proposés par le passé en admission en non-valeur et créances éteintes pour un montant de 3 000 €. La somme de 3 000 € sera inscrite au budget 2021 à l'article 68-17, dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants. Aussi, vu les articles L1612-16, L2321-1, L2321-2 et R2321-2 du Code général des collectivités territoriales, considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d'être irrécouvrables sur proposition du comptable public, je vous demande de décider de constituer une provision pour créances douteuses, de décider d'inscrire au budget 2021 à l'article 68-17 le montant annuel du risque encouru, soit 3 000 €, correspondant donc au montant susceptible d'être proposé en admission en non-valeur ou créance éteinte par le comptable public, et d'autoriser Monsieur le maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des créances admises en non-valeur ou créances éteintes sur les exercices à venir. Des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Donc, nous poursuivons avec la délibération qui concerne l'adoption du budget primitif 2021 que vous avez eu en annexe à la convocation. Donc, on a en section de fonctionnement, section d'investissement. Donc, en section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 7 768 500 € et les recettes à 7 768 500 €. Et en section d'investissement, les dépenses à 2 853 100 € et les recettes à 2 853 100 €. Bien sûr, tout ça s'équilibre. Donc, vous avez la présentation en annexe et sur l'écran. Donc, un comparatif des budgets primitifs, donc section d'investissement et section fonctionnement, chapitre par chapitre. Je vous propose qu'on regarde ça chapitre par chapitre, si cela vous convient. On va commencer par le fonctionnement. Hop, hop. Donc, section de fonctionnement. Donc, les dépenses
le chapitre 011, donc les charges à caractère général, donc qui s'élèvent pour 2021 à 1 580 000 €. Le chapitre 012, donc c'est les charges de personnel, à 4 millions d'euros. Le chapitre 014, donc les atténuations de produits, à 23 000 €. Le chapitre 65, donc les charges de gestion courante, à 1 255 000 €. Le chapitre 66, les charges financières, à 62 860 €. Le chapitre 67, les charges exceptionnelles, donc à 4 500 €. Et le chapitre 68, dotation donc aux provisions semi-budgétaires, à 3 000 €. Donc ce qui fait un total des opérations réelles à 6 928 360 €, auquel nous rajoutons donc virement à la section d'investissement, donc le 023, c'est le virement aux sections d'investissement pour 500 000 €. Le chapitre 6612, donc l'ICNE différentiel, donc de moins 860 €. Et en 022, les dépenses imprévues de 50 000 €. Et en 042, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 291 000 €. Ce qui nous fait un total des opérations... Pardon ? J'ai dit une bêtise ? 294. Non, c'est 291, c'est les 3 000 € de la provision. Ah oui, vous n'avez pas le... Ah oui. Pardon, moi j'ai le tableau à jour, c'est pour ça. Il faut expliquer la délibération d'avant. Les 3 000 €. C'est les 3 000 € qui ont été provisionnés pour les créances douteuses, si vous avez suivi la délibération d'avant. Mais comme quand vous l'avez reçu, ce n'était pas voté. Donc du coup, voilà. Excusez-moi, j'aurais pu le préciser. Total donc, des dépenses de fonctionnement, 7 768 500 €, comme précisé précédemment. Concernant les recettes sur la section de fonctionnement, donc le chapitre 013, les atténuations de charges pour 75 000 €. Le chapitre 70, donc les ventes et produits pour 313 000 €. Le chapitre 73, les impôts et les taxes pour 4 507 000 €. Les dotations, chapitre 74, 2 255 000 €. Chapitre 75, les autres produits de gestion courante, 100 000 €. Produits financiers, donc le chapitre 76, les produits financiers pour 50 €. Le chapitre 77, donc les produits exceptionnels pour 14 964 €. Et la reprise des provisions semi-budgétaires, 1 000 €. Donc, ce qui nous fait un total pour les recettes réelles de 7 266 014 €, auquel nous rajoutons le chapitre 042, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 25 000 €. Le total, ce qui nous fait un excédent de fonctionnement reporté à 477 486 € et un total de recettes de fonctionnement à 7 768 500 €. Donc, voilà sur la partie section de fonctionnement. Est-ce qu'on passe aux questions, si vous avez, sur la section de fonctionnement, ou si on fait la section d'investissement ou pas? Comme vous voulez. Question, Si vous êtes d'accord, il y aurait quelques demandes concernant le fonctionnement. Ok, alors restons sur le fonctionnement, ça marche. Donc d'abord, on aimerait bien comprendre la philosophie de ce budget. Au-delà de la présentation des chiffres, quelles sont les principales mesures que vous avez intégrées dans ce budget? Et puis, selon vos réponses, on aura peut-être des questions un peu plus précises. Donc, je vais laisser Claire répondre, mais on avait fait déjà un débat d'orientation budgétaire au dernier conseil municipal qui était censé déjà donner nos orientations sur le budget 2021, mais on peut reprendre et répondre à vos questions. Donc, de manière générale, on a décidé de faire sur 2021 un budget prudent, mais ambitieux. Prudent, parce que comme vous l'imaginez, on est loin de savoir si on va sortir de la crise sanitaire. Donc, on a un peu
suivi ce qui s'était passé sur 2020 au niveau du budget. Donc, sur 2020, donc, comme vous l'avez vu, dans le compte administratif, on a eu quand même des pertes de recettes et des dépenses qui ont augmenté. Donc, du coup, on est reparti sur 2021 en étant prudent parce qu'aujourd'hui, bien malin, celui qui sait comment ça va se terminer 2021. Donc, prudence et ambition aussi parce que faut pas être fataliste. On a quand même besoin de faire tourner la commune. Donc on a été quelques petites ambitions et quelques projets, mais qu'on verra après un peu plus tard sur la partie d'investissement. Claire, si tu veux rajouter quelque chose. Alors, juste sur cette partie fonctionnement, l'idée, c'est vraiment comme on l'a déjà dit à la fois dans le débat d'orientation budgétaire et dans les différentes commissions finances, c'est d'essayer d'avoir une vraie maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, tout en ne sacrifiant pas le service public pour que les habitants aient le service public de qualité auquel ils doivent s'attendre. Mais c'est vraiment de faire attention à l'ensemble des dépenses, notamment autant sur les charges à caractère général que sur les charges de personnel. Alors, je voudrais juste rebondir sur les chapitres 11, 12 et 65. Donc, pour le chapitre 11, dans le ROB, vous aviez indiqué que vous vouliez lancer une chasse aux dépenses inutiles. Alors, est-ce que vous en avez repéré, puisque le budget ne baisse pas sur ce chapitre? Alors, quelle économie avez-vous pu trouver? Et puis un petit point un peu particulier, je sais que c'est un milieu sinistré avec la crise, mais est-ce que vous avez prévu un budget pour la culture? Au niveau chapitre 12, donc l'ambition de ne pas augmenter ce chapitre est louable. C'est le point dur du budget. Comment pensez-vous atteindre cet objectif, puisque mécaniquement les salaires augmentent toutes les années? Alors, avez-vous prévu une baisse des effectifs? Si oui, dans quel service? Et enfin, au niveau du chapitre 65, au niveau des subventions, je crois que vous voulez garder l'enveloppe globale. Donc, vous le confirmez, que ce soit pour les associations, la MJC, le CCS. Voilà. Claire Péchel vous répond. Il faut que je cite les noms des gens qui parlent. C'était Éric Glénat, pardon. J'ai essayé de prendre des notes, vous me dites si j'ai loupé un élément. Donc sur les chasses aux dépenses inutiles, effectivement, ça a été commencé. Maintenant, il y a une partie des dépenses de fonctionnement qui est soumise à des marchés, hein. Donc, et à des contrats sur lesquels il faudra qu'on arrive à terme et qu'on relance pour voir ce qu'on peut économiser. Donc c'est un travail qui est en cours, qui sera partagé d'abord avec la commission finances, et on vous tiendra au courant de tout ça. Oui, il y a un budget pour la culture. Je vous rassure, c'est le même que sur une année normale précédente. Donc ça, il n'y a pas de souci. L'enveloppe globale des subventions, elle est conservée, autant pour les associations que pour le CCS. On est sur les mêmes montants également. On reparlera de la répartition, elle n'est pas votée ce soir. Donc ça sera l'objet, l'attribution des subventions fera l'objet d'une délibération en prochain conseil municipal. Et au sujet des charges de personnel, alors on n'est pas sur une baisse des effectifs prévus. Par contre, on a des moyennes d'âge sur les agents qui sont un petit peu élevées. On a quelques départs à la retraite qui seront remplacés forcément par effet de Noria par des personnes peut-être plus jeunes et dont le salaire n'est pas le même puisqu'il est fonction de l'expérience. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et il y a suffisamment de départs à la retraite pour limiter la hausse du chapitre 12 à 0? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ambitieux et donc je te confirme que c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Il y a beaucoup de départs à la retraite sur 2021. Alors, on n'a pas le nombre exact, mais on est sûr de au moins 2 qui sont actés. Voilà. On passe à la section d'investissement. Alors, section d'investissement. Alors, concernant les dépenses, chapitre 011, pour les stades
Donc 21 000 euros. Alors, pardon, qu'est-ce que j'ai... Ah, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, non, ça c'était ligne par ligne. Je ne l'ai pas. T'es sûr? Ah oui, je l'ai agrafé. Ah pardon, je l'ai agrafé. Excusez-moi. Donc, concernant donc, la section d'investissement pour 2021, donc le chapitre 16, donc le remboursement d'emprunt, 418 000 euros. Concernant les dotations et fonds divers et réserves, donc 0. Chapitre 20, 21, 23, donc immobilisation 1 522 500 euros. Participation CAPV, Polgar, 0, donc tout ça est terminé. C'était le chapitre 238. Chapitre 27, autre immobilisation financière, donc ex-Frisch-Geli, 62 060 euros. Et reste à réaliser 825 000 euros. Donc total des opérations réelles 2 828 100 euros. Le chapitre 23-15, l'intégration des travaux pôle échange-gare, donc toujours à 0. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert donc entre sections, des travaux en régie, 25 000 euros. Le chapitre 001, déficit d'investissement à 0 euros. Donc total des opérations d'ordre à 25 000 euros, ce qui fait un total pour les dépenses d'investissement sur 2021 à 2 853 100 euros. Concernant les recettes maintenant, donc le chapitre 10, la dotation fonds de diverses réserves, donc les fonds FCTVA, la TAM, donc à 285 000 euros. Le chapitre 13, donc les subventions d'investissement à 190 000 euros. Le chapitre 16, les emprunts et dettes assimilés à 640 448 euros. Donc, reste à réaliser 67 000 euros, ce qui fait un total de recettes réelles à 1 182 448 euros, auquel il faut rajouter le chapitre 001, l'excédent d'investissement à 304 652 euros, le chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 291 000 euros, le chapitre 021 concernant le virement de la section de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure à 500 000 euros, le chapitre 024, les produits des cessions, 500 000 euros, oh là, il me semblait que j'avais loupé une ligne, 120 000 euros, pardon, et l'intégration donc des travaux pour l'échange-gare de 0, hein, ça, on doit pouvoir l'enlever. Donc pour un total des recettes d'ordre de 1 215 652, le chapitre 1068, donc l'affectation du résultat pour 455 000 euros, ce qui nous fait un total pour les recettes d'investissement de 2 853 100 euros. Voilà pour la section d'investissement pour ce BP 2021. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui. Donc sur le budget de fonctionnement, c'est vrai que les marges sont très réduites, donc on entend bien votre politique. Par contre, l'investissement, c'est ce qui va vraiment indiquer votre vision de l'avenir de Tullin, vos choix politiques. Donc, dans le débat d'orientation budgétaire, vous aviez indiqué que vous aviez la volonté de diminuer les investissements courants pour privilégier les projets structurants, sources de subventions accrues. Alors, ce budget ne semble pas répondre à cette volonté. La faible part des subventions nous inquiète. Elle conduit à un appel fort à l'emprunt pour finalement peu d'opérations d'envergure. Cela nous interroge pour l'avenir. D'ailleurs, pourriez-vous nous donner, dans le cours du débat, le ratio de désendettement de la commune après ce budget? De plus, il nous manque un élément important qui aurait dû nous être fourni lors du débat d'orientation budgétaire, c'est un plan pluriannuel d'investissement. Alors, ce document existe-t-il? Sans lui, il nous paraît difficile de voter ce budget. Par exemple, dans la presse, vous aviez annoncé votre volonté de mener plus rapidement que ce qui était prévu la rénovation de l'église de Tullin. L'annuité inscrite au budget 2021
2021 est nettement inférieure à celle qui était au budget 2020. Comment comptez-vous étaler la dépense? Voilà. Et puis, sur un point plus précis, est-ce que vous pourriez nous détailler, s'il vous plaît, les 270 000 inscrits sur l'opération Petite Ville de demain? Ok, alors je vais répondre alors, c'était Eric Glénat, pardon. Si on en oublie, donc la première question, c'était concernant le manque sur les subventions. C'est ça, voilà. Donc en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, donc nous avons fait un budget prudent. Et donc, en fait, les subventions, on est sûr de les avoir quand on nous dit qu'on les aura. Donc les dossiers sont à déposer pour les premières là, au 31 mars. Donc l'agent que nous avons, qui a pris en charge ces dossiers est dessus. Donc nous allons déposer ces dossiers. Donc comme aujourd'hui on n'est pas sûr de les avoir, nous ne les avons pas inscrits. Voilà. Par contre, l'objectif, c'est qu'elles permettront de réduire l'emprunt ou, bien sûr, de développer des projets qui n'étaient pas prévus. Mais c'est surtout l'objectif que toutes les subventions qu'on va rentrer viendront diminuer donc l'emprunt. Voilà, ce qui fera qu'à la fin de l'année, on espère avoir le minimum d'emprunt à faire. Donc c'est de la prudence, hein, pas des fois promettre des choses qu'on n'aura pas. Donc on préfère équilibrer un budget de manière prudente. Et puis il faut penser aussi qu'on est encore dans une incertitude de la crise sanitaire. Donc voilà. Excuse-moi, oui. Ce qui veut dire, par exemple, si vous n'obtenez pas de subvention, des projets pourraient être mis en cause aussi? Non, pas forcément. Non. Donc l'emprunt, tel qu'il est prévu, pourrait quand même être appelé. Mais on n'a pas tellement de doutes sur les subventions, en fait. Mais on préfère être prudent. Voilà. Attends. Voilà. Tu parles dessus, mais ce serait sur quelle opération? Donc on a des subventions, des dossiers sur, entre autres, donc Florian il pourra confirmer, sur l'aménagement du parking Braco et sur des travaux de sécurisation avenue de la Contamine. Voilà, c'est deux dossiers qui vont être déposés avant le 31 mars. Concernant l'église, Florian ou Claire qui veut rajouter quelque chose? Je fais court. Juste, en fait, on a fait un budget avec des projets d'investissement qu'on est en capacité de financer, effectivement, moyennant un emprunt de 630 000 euros, mais la commune est capable de financer ces projets-là. Maintenant, les subventions, donc la sincérité du budget veut qu'on inscrive les subventions une fois qu'on est sûr de les avoir. C'est pourquoi toutes celles qui ont été inscrites, on a déjà la réponse comme quoi on les a, elles nous seront attribuées. Et les autres, les dossiers sont en cours et dès qu'elles seront validées, on procédera à leur inscription au budget. Je laisse la parole à Florian sur l'église. Alors sur l'église Saint-Laurent-des-Prés, la première partie qui est réalisée cette année, c'est les travaux d'urgence et de sécurisation. En proposition de recettes, on a uniquement 106 000 euros d'inscrits. On est censé en récupérer 20% de mieux sur les dossiers de subvention qui sont en cours d'approbation. Et de ce fait-là, on lance cette première partie cette année et on compte d'une part, modifier quelque peu le projet initial qui avait été lancé sur la partie rénovation et notamment sur la partie électrique et fluide qui devra être revue, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été abordé avec l'association de sauvegarde de l'église Saint-Laurent-des-Prés. Et on maintient notre volonté d'accélérer les travaux de rénovation de cette église pour éviter qu'elle dépérisse dans un premier temps et ensuite pour qu'elle redevienne un véritable fleuron du patrimoine de la commune. Oui, Eric. Oui, il y a deux petits points encore. Donc, je vous ai demandé le ratio de désendettement. Si vous ne l'avez pas ce soir, ce n'est pas très grave. Vous nous le communiquerez. Si, nous l'avons. Et puis, donc, le budget pluriannuel d'investissement. Alors, c'est vraiment important. Moi, je vais répondre sur le
projet pluriannuel d'investissement. Donc, vous le savez que la labellisation Petite Ville de demain que nous avons obtenue en fin d'année, c'est quelque chose de clé pour les investissements et les projets à venir. Et donc, nous sommes dans l'attente de pouvoir lancer ce programme et ce projet qui ne pourra démarrer que ce soir, une fois que nous aurons... alors, pas tout à fait ce soir, parce qu'il faut qu'en conseil communautaire, on signe la convention. Mais ce soir, nous allons délibérer sur la convention qui nous lie avec la CAPV. Dans un mois, la CAPV délibère aussi et le département délibère aussi. Et à partir de là, nous allons pouvoir démarrer ce projet Petite Ville de demain qui nous permettra d'avoir une visibilité sur nos projets d'investissement. Voilà, donc c'est pour l'instant, on est dans l'attente de démarrer tout ça parce que c'est des choses qui vont avoir un impact fort. Et ça permettra de finaliser le PPI et de vous le présenter à la prochaine commission. Voilà. Ça n'empêche pas de faire plusieurs scénarios selon les perspectives. Et donc, parce que là, on part cette année sur un emprunt qui est quand même très fort. Ça risque quand même de pénaliser les prochaines annuités. Donc, je pense qu'il faut quand même être très prudent et construire un plan pluriannuel avec plusieurs versions. Et donc, ça serait intéressant de nous communiquer ces versions. En commission, ça sera le travail. Et sur okay. Et puis, excusez-moi, mais je vous avais aussi demandé le détail des 270 000 de Petite Ville de demain. Quel projet vous mettez dedans, s'il vous plaît? Alors, la capacité de désendettement inférieure à 10 ans. C'est... Voilà. Après ce budget, sur Petite Ville de demain, donc sur les 270 000 euros, il y a une partie qui est consacrée aux travaux du parking Braco. Et l'autre partie, il y a une partie sur la carte de fidélité pour les commerçants de Turin, la mise en place d'une carte de fidélité. Dolores vous en parlera plus en détail. Et le reste, ça concerne le début des études pour Petite Ville de demain. Donc là-dessus, forcément, sera inscrit des recettes en subvention, une fois que la convention sera signée et que du coup, on aura les montants attribués. Est-ce que vous avez d'autres questions donc sur Oui, Franck. Franck Présumé, pardon. Oui, je voudrais bien revenir sur l'église parce que bon, on découvre ça ce soir. Je fais une petite remarque en passant quand même. Les réponses ne sont pas très précises, je trouve. Là, il y a 270 000 euros. Bon, une partie, ça serait bien quand même d'avoir le détail des études. Le parking Braco, alors on retrouve dans la délibération de Petite Ville de demain, si je me souviens bien, c'est 100 000. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure dans la convention, peut-être. Sur l'église, je suis un peu étonné de la réponse de Florian Grenier, puisque, effectivement, je réinsiste sur le fait que vous avez dit que vous alliez plus vite. Bon, j'étais étonné déjà d'aller plus vite, parce que c'est un gros investissement. Aller plus vite en démarrant plus lentement, ça veut dire qu'il faut aller encore plus vite après. Hein. Enfin, donc je suis un peu inquiet. Et puis la partie, j'ai pas le dossier complètement en tête, mais la partie électrique, je pense que c'était une toute petite partie du projet. Et donc je suis pas sûr que ça soit vraiment une grosse somme qui permettra de finaliser le projet. Et là, effectivement, si le projet est modifié, à mon avis, il faut quand même qu'on en discute, enfin, sauf si on n'en discute pas, mais les minorités ne sont pas invitées. Mais, et au moins en discuter avec le comité de sauvegarde de l'Église. Si les discussions n'ont pas été débutées, ça m'inquiète fortement, et parce que c'est un projet qui est très subventionné, mais en même temps, il faut vraiment... nous, on était partis sur 10 ans, et je pense qu'il faut rapidement faire un plan pluriannuel d'investissement qui ira certainement même au-delà de ce mandat pour l'Église. Enfin, je suis assez inquiet de cette réponse. Alors, pour pouvoir aller plus vite, l'année dernière, on ne pouvait pas démarrer étant donné que les dossiers de financement n'avaient pas été totalement réalisés l'année dernière. C'est pour ça qu'on a démarré quelque peu plus lentement, mais pour avoir plus de financement et de subventions qui seront allouées. En partant du principe qu'on aura plus de subventions, on part du principe qu'on arrive à diminuer le délai global de financement de la rénovation de l'église de 2 ans.
Et la partie fluide représente aux alentours de 800 000 € sur la totalité du projet. Donc les fluides, c'est l'électricité. Et la partie chauffage de l'installation, où les ratios étaient énormes, où on doit discuter avec le comité de sauvegarde sur leur mise en place. Et je vous rassure, on est en discussion avec le comité de sauvegarde, M. Bussini est en lien avec M. Fernandez, sur les projets qu'on compte mettre en œuvre rapidement. Et on évalue avec eux la possibilité de relancer des travaux de manière annuelle, un petit peu plus ambitieux par rapport au plan d'investissement que vous aviez lancé initialement lors du projet de l'église Saint-Laurent-des-Prés. Après, comme vous le savez, on en débattra en commission, et on en débattra en commission aménagement durable du territoire lorsqu'on aura élaboré la totalité de ce projet. Ok, juste pour finir là-dessus, les subventions, elles sont fixes. Alors, est-ce que ça veut dire plus? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez obtenu plus que de 70% de subventions? Parce que ça, c'était acquis, les 70%. Aujourd'hui, il n'y avait pas 70% qui étaient alloués. On était sur 60% de financement et on a réussi à avoir 80%. Et chez qui? Enfin bon, s'il y a une commission aménagement, on en discutera, parce qu'il n'y en a toujours pas eu depuis le début du mandat. Donc. Il y en a eu une. Mais Madame Picard-Wolf était d'ailleurs présente. Après, faire des commissions pour rien, moi, j'en vois pas d'intérêt. Donc, le temps qu'on n'en fait pas, on ne le fait pas. Et quand on fait des commissions, malheureusement, il faut qu'on soit présent pour pouvoir en débattre. Ok, on reste sur le budget. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le budget primitif 2021? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Ah, pardon. Franck Présumé. Non, il y avait une explication de vote qu'on voulait donner, mais je vais laisser Éric parler. Mais juste, puisque Florian Grenier en parle, on n'avait pas prévu d'en parler, mais bon, vu qu'il me tend la perche. On regrette, très sincèrement, et ça fait partie des éléments qui vont expliquer notre vote, que nous n'ayons eu les documents du budget, qui est quand même un document important. Nous n'avons pas eu les documents avant la commission, alors que ces documents datent du 23 février. Nous n'avons pas eu ces documents dans la convocation de la commission, et c'est pour ça que nous avons décidé de ne pas aller à la commission, parce qu'il faut être sérieux. Nous, on travaille, je ne sais pas comment vous travaillez, mais nous, on travaille tous les quatre avant les commissions, et notamment sur le budget, ça nous paraissait important de travailler. Et on n'a pas pu travailler avant la commission pour poser les bonnes questions, pour prendre vraiment part à la discussion. Et ça nous paraissait pas très sérieux d'aller à une commission sans avoir eu les documents avant. Donc nous avons réussi à travailler tant bien que mal en 5 jours pour deviner certaines choses, poser des questions ce soir. Mais voilà, encore une fois, le fait de ne pas avoir les documents pour vraiment pouvoir travailler, ne serait-ce qu'entre nous, nous, ça nous paraît pas une façon sérieuse de nous considérer notre groupe minoritaire. Mais je vais laisser Éric terminer notre explication de vote sur le fond. Juste deux informations concernant les documents que vous n'avez pas reçus. L'objet de la commission est là pour discuter, donc vous les auriez eus le soir de la commission. Et finalement, nous, on a fait en fait comme ce qui se faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que, voilà, je sais que vous les envoyez pas non plus avant, donc on a fait un peu la même chose, mais peut-être que l'année prochaine, on pourra en rediscuter, si c'est qu'une question de jour. Mais je vous rappelle quand même que les commissions sont là pour pouvoir discuter, même si ça doit durer longtemps. Prends le micro, Franck, après je me fais gronder. C'était la veille du conseil. Non, la veille de la commission. La commission, c'est la veille de la convocation du comité. Je fais pas semblant de pas comprendre. Mais si. Alors, je vous remercie pour votre remarque. Pour les prochaines commissions, j'enverrai les documents par mail au maximum en avance pour qu'on n'ait plus ces échanges-ci. Et n'hésitez pas à revenir vers moi s'il vous manque des informations ou passer à la DGS ou voir Myriam pour avoir les informations sur le budget, les dépenses, le grand livre. Tout est à disposition, vraiment. Mais on aurait eu le temps d'en discuter en commission quand même
si on avait eu moins de temps. Du coup, là, on n'en a pas discuté. Éric, je te laisse la parole. Oui, donc Pardon. juste pour expliquer notre vote, donc nous allons nous abstenir sur ce budget. Alors nous comprenons qu'il s'agit du premier budget de votre mandat dans un contexte particulier de crise sanitaire, mais son manque d'ambition et le recours important à l'emprunt plutôt qu'à la recherche de subventions, même si on a compris vos explications, sans oublier surtout l'absence d'un plan pluriannuel d'investissement, explique notre vote. Ok. Je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Donc, qui s'abstient? 4 abstentions. Budget 2021 adopté. Je vous remercie. Nous changeons. Alors, avant, petit travail. On va vous faire passer pendant la suite là, du conseil municipal. Donc, d'abord, le compte administratif 2020. La dernière fois, il y en a quelques-uns qui ont oublié de signer. Donc, je vais citer les noms pour qu'ils aient un petit peu honte. Voilà. Anne Drogo, Florent de Béchillon, José Dos Santos, il avait tellement honte qu'il n'est pas venu ce soir, du coup. Éric Glénat, Clotilde Berthier et Stéphanie Besset. Donc, d'abord ça, je vous fais passer, on ne mélange pas. Et, ah oui, et bien avec le stylo. Il est là, le stylo? Ouais, bien avec le stylo, parce que vous savez, c'est le stylo voilà, magique, qui ne s'efface pas. Compte administratif. Et je vous fais passer le budget primitif aussi. Et là, tout le monde doit le signer. Et toujours avec le stylo. On va peut-être faire partir dans l'autre sens, du coup. Oui, Franck. Excuse-moi, parce que Franck présumé, pardon. On n'est pas revenu dessus, mais tout à l'heure, il y a eu une erreur. Les documents qui ont été envoyés sont faux. Ça a été repéré tout à l'heure. Pour la petite histoire, c'est quand même Éric Glénat qui a repéré ces erreurs et qui vous les a fait remonter. Il faudrait être sûr qu'on va signer le bon document tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si les corrections ont été faites correctement. Tu parlais des 3 000 €, là? Oui. Oui, oui, bien sûr. En fait, on ne pouvait pas vous l'envoyer parce que ce n'était pas voté, la délibération. C'est ça l'explication, ce n'est pas une erreur? Non. D'accord. Et là c'est bien le document que je vous ai lu, moi, et que j'étais le seul à avoir, finalement. Donc, signez bien tous le document qui fait le tour, là, le budget 2021. Donc, je vous propose de passer maintenant à l'économie, et je vais laisser la parole à Dolores Adamski pour la signature d'une convention d'adhésion, donc Petite Ville de demain, avec l'État, la CAPV et le département de l'Isère. Dolores, à toi. Alors, le programme Petite Ville de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, ainsi qu'à leur intercommunalité qui exerce des fonctions de centralité et présente des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leur projet de territoire. Ce programme ambitionne de répondre à l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques et de participer à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Il traduit en outre la volonté de l'État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leurs projets, de simplifier l'accès aux aides de toute nature, de favoriser l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme Petite Ville de demain, mais aussi de contribuer au mouvement de changement et de transformation renforcé par le plan de relance. La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme Petite Ville de demain appelle à une intervention coordonnée de l'ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petite Ville de demain constitue un cadre d'action conçu pour accueillir toute forme de contribution au-delà de celle de l'État et des partenaires financiers du programme. La commune de Tullin et la communauté d'agglomération du Pays Voironnais ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le 5 novembre 2020. Elles ont été labellisées au titre de Petite Ville de demain par la préfecture de l'Isère le 17 décembre 2020. La convention d'adhésion proposée a pour objet d'acter l'engagement de la commune de Tullin, de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et de l'État dans le cadre de Petite Ville de demain. Cette convention engagera ainsi les collectivités bénéficiaires à élaborer et ou à mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation.
Ainsi, dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de sa signature, le projet de territoire devra être formalisé, notamment par une convention d'ORT, opération de revitalisation de territoire. Je demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'adhésion Petite Ville de demain avec la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et l'État, et d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Je dois peut-être préciser qu'il y a le département également qui est signataire. À l'origine, quand on a fait l'écriture, je crois que ce n'était pas encore prévu, on n'avait pas la réponse du département. Pas celle que vous avez, vous, peut-être. C'est comme pour le budget, ça a été mis à jour depuis. Voilà, nous, on a la dernière version, là. Voilà. D'accord. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, Franck, présumé, pardon. Ouais, ben, nous, on est très heureux. On est très heureux que la commune s'engage dans ce programme, dans ce dispositif. Je l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'était quelque chose qu'on avait repéré depuis longtemps. Et ce projet existait en début d'année, contrairement à ce que tu avais dit, Gérald, la dernière fois. Et il était même dans notre projet au premier tour d'élection municipale, donc Petite Ville de demain. Et Jean-Yves Derbé avait déjà interpellé le préfet à l'époque avant. Après, ça s'est concrétisé et on est très heureux que vous ayez repris à votre compte ce projet qui va être très structurant pour la ville de Tullin pour les années qui viennent et peut-être même au-delà des 5 prochaines années. Donc on votera évidemment cette délibération. Peut-être 2 questions d'ordre général, mais on espère aussi que sur ce projet-là, on pourra peut-être travailler vraiment à l'élaboration de cette structuration de notre ville. 2 questions. Est-ce que les projets qui sont dedans, j'espère que non, est-ce qu'ils peuvent être évolutifs? J'espère que oui. Ou est-ce que c'est déjà bouclé, on va dire, les projets qui sont listés? Et puis, on se posait la question sur on a bien compris qu'il y avait beaucoup d'aides au départ sur les études, mais est-ce que vous avez des informations sur la suite en termes de montant de subvention, sur les travaux eux-mêmes derrière, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se construire par la suite? 2 questions préliminaires, mais j'espère qu'on pourra aller plus loin. Et on avait même pensé, nous, en réfléchissant, qu'on pourrait peut-être consacrer, on avait parlé avec toi, Gérald, de conseils municipaux privés. Peut-être que ça, vu l'importance du dossier, ça nous paraîtrait peut-être intéressant de discuter, de débattre. On n'a pas eu beaucoup de sujets à débattre tous ensemble pour le moment. Et peut-être que c'est un sujet où on pourrait débattre l'ensemble du conseil municipal. Donc juste avant de donner la parole à Dolores, juste pour préciser en fait que donc cette labellisation qui depuis le début en fait se fait un petit peu dans l'urgence, déposer la candidature en moins de 15 jours, signer une convention en moins de 15 jours. Donc du coup, déjà là, je voudrais remercier les services de la mairie et une partie de l'équipe qui se sont mobilisés pendant de nombreuses heures pour échanger avec les services du Pays Voironnais pour faire cette convention, pour qu'elle passe aujourd'hui en conseil municipal. Et je pense que c'est un dispositif qui aujourd'hui se met en place tout doucement et on n'a pas l'intégralité des modalités de fonctionnement. Voilà. La preuve, le département, quand vous avez reçu la convocation pour le conseil municipal, le département n'était pas prévu de signer la convention. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on est en phase d'apprentissage avec le Pays Voironnais qui découvre aussi le dispositif. Dans tous les cas, c'est forcément un super projet pour notre ville et que, bien sûr, vous serez associés à travers des groupes de travail. Comme vous le savez, il y a un chef de projet qui est en cours de recrutement pour nous accompagner pendant les 18 mois de la phase des études et de travail sur le projet. Donc voilà, concertation avec les habitants, groupe de travail avec l'ensemble des conseillers municipaux. Mais tout ça reste à construire parce qu'on a des infos un petit peu au compte-gouttes de l'État
Et je pense que l'État est pressé que ça démarre, mais on n'a encore pas toutes les modalités. Mais ça se structure. Je pense que à partir du moment où les conventions seront signées, on pourra rentrer dans le dur, comme on dit. Voilà. Dolores, je te laisse la parole. Je voudrais juste préciser qu'il va y avoir des groupes de travail, effectivement, pour revitalisation et donc sur Petite Ville de demain. C'est René Martin, qui est le conseiller municipal délégué à la revitalisation, qui en général va se charger de cette thématique parce qu'elle ne couvre pas qu'un volet économique. Il y a le volet urbanistique, il y a le volet culturel, il y a tout un tas de choses qui s'impliquent et associatifs, etc., dans Petite Ville de demain. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision un peu à 360 degrés et puis qu'on ne travaille pas en silo, mais qu'on essaye de travailler les uns avec les autres sur les thématiques qui vont être développées. Alors bien sûr, dans la convention, là, ça ne vous aura pas échappé, il y a déjà des projets qui sont plus ou moins listés, parce qu'on nous demande aussi de faire un pré-travail de réflexion sur ce qu'on veut mettre en œuvre. Il y a des choses qu'on sait vouloir mettre assez rapidement en œuvre. Ça a été listé dans la convention, mais après, il y a de la place pour modeler, avoir d'autres idées. Tout n'est pas figé, loin de là. J'espère avoir répondu. Est-ce que vous avez des questions donc, sur cette convention qu'il faut se dépêcher de signer, là, si on veut commencer à se mettre au travail? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante concerne donc toujours l'économie, la signature d'une convention donc avec la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des aides Solutions Région Performance Globale, financer mon investissement commerce et artisanat. Aide vitrine, commune de Tullin. Dolores, je te laisse la parole. Je rappelle que la commune de Tullin a pour objectif de revitaliser le commerce des centres-villes. La convention aide vitrine est destinée aux activités commerciales, artisanales et aux services implantés dans le territoire communal de Tullin, disposant d'un point de vente avec vitrine. L'aide est versée sous forme de subvention dont le montant représente 10% des dépenses éligibles. Elle vient en complément de l'aide régionale 20% et de l'aide de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, qui est actuellement de 20%, mais qui va être révisée à 10% parce qu'ils sont un peu débordés au Pays Voironnais. Ils ont beaucoup trop de demandes et donc ils vont adopter un prochain règlement pour cette aide vitrine. La signature de cette convention que nous proposons avec la région Auvergne-Rhône-Alpes permettra de subventionner le commerce de proximité. Et donc je vous demande d'approuver la convention à intervenir entre la commune et la région Auvergne-Rhône-Alpes et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et tout autre document nécessaire à l'application de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc moi, je voudrais juste compléter pour dire que nous avons souhaité un symbole fort auprès de nos commerçants en additionnant une aide supplémentaire donnée par la région, la CAPV, et donc la commune qui abonde aussi, pour montrer en fait notre volonté d'accompagner le développement du commerce et ce qui a valu pour ceux qui participent à la commission économique du Pays Voironnais d'être cités en exemple pour cette initiative lors de la commission par le vice-président en charge de l'économie. Voilà. Et je pense que ça va donner des idées à certaines autres communes du Pays Voironnais. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération suivante, donc la demande de subvention auprès de la Banque des Territoires pour la mise en place d'un outil de fidélisation auprès des commerçants de la commune. Dolores, je te laisse la parole. Alors, la commune souhaite mettre en place en 2021 pour les habitants de Tullin un outil de fidélisation auprès des commerçants. Il s'agirait d'une carte de fidélité commune à tous les commerces de la ville. Cette opération pourra être aussi optimisée par la participation des acteurs économiques locaux par le biais d'une carte cadeau utilisable uniquement dans les commerces partenaires. La solution retenue est celle proposée par Néophyte Technologies, 75 avenue Jean Giono, 0400 Manosque, pour un montant estimatif de 12 615 € hors taxe, maintenance comprise pour 3 ans, et se décomposant comme suit. Création d'une base de données, paramétrage et intégration des numéros de carte, 150 €. Abonnement pour 30 commerçants pour 3 ans, 11 880 €. Carte de fidélité ou carte cadeau, coût variable selon les quantités,
création d'une maquette et lot de 2000 cartes, 585 €, pour un total de 12 615 €. Je vous informe que la Banque des Territoires, dans son plan de relance commerce de proximité et dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, peut subventionner la mise en service d'une solution numérique dédiée au commerce et à l'attractivité du territoire Petite Ville de demain. Je vous propose donc de solliciter la Banque des Territoires pour l'obtention d'une subvention pour la mise en place du dispositif proposé par Néophyte Technologies. Et je vous demande d'approuver la demande de subvention auprès de la Banque des Territoires pour la mise en place de cet outil et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, Franck Présumé. Juste pour être sûr, c'est financé à 100% par la Banque des Territoires, c'est ça? C'est une aide forfaitaire de la Banque des Territoires qui est de 20 000 €. D'accord. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. 11e délibération qui concerne donc encore une demande de subvention auprès de la Banque des Territoires pour une mission de diagnostic de l'appareil commercial de la commune. Dolores, je te laisse la parole. Alors, la commune a inscrit dans son dossier de candidature au programme Petite Ville de demain que son attractivité n'était pas à la hauteur de son statut ni de son rôle de pôle de centralité. Linéaire commercial dégradé avec plus de 20% de locaux vacants. Elle informe que la Banque des Territoires, dans son plan de relance commerce de proximité et dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, peut subventionner une étude qui donnera une image des fragilités de l'appareil commercial. Grâce à cette étude, la commune serait ainsi en mesure d'adapter sa politique d'intervention en faveur des acteurs économiques. Le diagnostic permettra de dresser un panorama de la situation commerciale des centres-villes et d'apporter des conseils pour permettre aux territoires Petite Ville de demain de prioriser efficacement leur politique de relance et leurs investissements. La mission envisagée correspond à l'intitulé « Shop-in 1, format d'intervention court, 10 jours, montant estimatif de l'étude 10 000 €. Elle est prise en charge à 100% par la Banque des Territoires grâce aux prestataires du marché à bon de commande Petite Ville de demain. Donc, je vous propose de solliciter la Banque des Territoires pour l'obtention d'une subvention pour la mission de diagnostic de l'appareil commercial de la commune. Je précise que c'est surtout un diagnostic post-Covid, donc ça permet de tester les fragilités après, qui découlent de la crise quelque part. Et je vous demande d'approuver la demande de subvention auprès de la Banque des Territoires pour l'obtention d'une subvention pour la mission de diagnostic de l'appareil commercial de la commune et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de la présente délibération. Des questions? Pardon. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Donc, vous avez vu, la chasse aux subventions est lancée. C'est parti. Nous allons retourner à l'école avec la partie éducation. Première délibération qui concerne la modification des rythmes scolaires. Je laisse la parole à Anne Drogo. Merci. Donc, l'équipe municipale s'est engagée durant la campagne électorale à consulter les parents sur la question des rythmes de la semaine scolaire. Annoncée dès la rentrée de septembre 2020 et malgré des aléas d'organisation dus notamment à la Covid-19, la consultation a constitué dans l'envoi d'une lettre d'information accompagnée d'un bulletin visant à recueillir les avis de l'ensemble des parents dont les enfants seront scolarisés dans les écoles primaires publiques de la commune à la rentrée 2021. Donc, nous l'avons distribué à 600 exemplaires dans les écoles, une lettre par enfant. Cette lettre a également été transmise aux parents d'enfants de 3 ans, appelés à faire leur rentrée à l'école en septembre 2021 dans les lieux d'accueil de la petite enfance de la commune. 445 bulletins ont été récupérés et les avis exprimés se répartissent comme suit. Semaine à 4 jours, 312 bulletins, soit 70%. Semaine à 4 jours et demi, 115 bulletins, soit 26%. Sans avis, 18 bulletins, soit 4%. La consultation réalisée fait donc apparaître une préférence manifeste pour l'organisation de la scolarité sur 4 jours. La commune considère que cette option constitue le choix majoritaire du territoire et a porté cette aspiration des familles devant l'éducation nationale. Elle a donc soumis au conseil d'école un nouveau schéma d'organisation du temps scolaire.
Les conseils d'école de la maternelle Floréal, de l'élémentaire Lucille et Camille Desmoulins et du groupe scolaire de Fur ont voté respectivement les 25 janvier 2021, 29 janvier 2021 et 2 février 2021 en faveur de cette nouvelle organisation du temps scolaire sur 4 jours. Elle sera effective dès la rentrée de septembre 2021, même si le fonctionnement sera, au moins dans un premier temps, proche du fonctionnement actuel. Le temps scolaire du mercredi matin sera réparti sur les 4 jours. La dénomination des temps d'activité périscolaire spécifiquement sera supprimée. L'ensemble de ces temps sera réparti entre temps scolaire et accueil périscolaire. L'objectif est de maintenir la qualité éducative et une variété des propositions ludiques faites aux enfants. Des groupes de travail seront réunis pour élaborer la mise en œuvre de cette réforme importante avec l'ensemble de la communauté éducative. Les évolutions ambitionnent une labellisation à terme en plan mercredi pour la commune. L'ajustement des horaires d'école pour permettre aux familles ayant des enfants accueillis à la fois à l'école maternelle Floréal et à la fois à l'école Lucille et Camille Desmoulins de s'organiser sera maintenu. Les nouveaux horaires pour la rentrée de septembre 2021 sont donc pour les écoles du groupe scolaire de Fur, maternelle élémentaire, et de l'école élémentaire Lucille et Camille Desmoulins, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 7h30 à 8h30, soit 1 heure, l'accueil du matin. De 8h30 à 11h30, soit 3 heures, enseignement. 11h30 à 13h30, soit 2 heures, pause méridienne. 13h30 à 16h30, soit 3 heures, enseignement. 16h30 à 18h, soit 1h30, accueil du soir. Pour l'école maternelle Floréal, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 7h30 à 8h20, soit 50 minutes accueil du matin. 8h20 à 11h20, soit 3 heures de l'enseignement. 11h20 à 13h20, soit 2 heures, la pause méridienne. 13h20 à 16h20, soit 3 heures, l'enseignement. Et de 16h20 à 18h, soit 1h40, l'accueil du soir. Pour l'ensemble des écoles publiques de la commune, le mercredi matin sera réservé à l'accueil de loisirs de 7h30 à midi, soit 4h30. Donc j'informe l'Assemblée que ces horaires seront transmis à la directrice académique des services de l'éducation nationale, la DAZEN, pour validation. Je demande au conseil municipal d'approuver les nouveaux horaires présentés ci-dessus et de prendre acte qu'un courrier sera adressé en ce sens à la directrice académique des services de l'éducation nationale pour info avant le 30 avril 2021. Merci Anne pour toutes ces précisions. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, Franck, présumé. Tu ne seras pas étonné que je prenne la parole. Je ne comprenais pas pourquoi tu n'as pas sauté sur le micro tout de suite. Ouais, je voulais respirer un grand coup avant de prendre la parole. Comment dire? Je vais parler au nom du groupe, mais je veux d'abord dire qu'à titre personnel, je suis toujours aussi en colère et triste aussi de cette délib. D'abord, un mot de la rédaction de la délibération. Je trouve dommage de ne pas avoir été complètement clair sur la consultation. Ce ne sont pas les chiffres qui ont été annoncés en commission, notamment sur le nombre de votes potentiels. Moi, là, on parle de 600 questionnaires. On nous a parlé de 684, je crois, de tête votes possibles. Ce qui faisait qu'il y avait 50% des gens, quand même, qui ne se sont pas prononcés. Je pense que c'était important de le mettre dans la délibération. Parce que ce n'est pas parce que ces gens ne se sont pas prononcés que leurs enfants ne vont pas à l'école et que leur avis ne doit pas être pris en compte. Pour moi, même si je ne remets pas en cause que les gens qui ont voté sont majoritairement pour la semaine de 4 jours, il y a la moitié des gens qui n'ont pas voté. En tout cas, ce sont les chiffres qui nous avaient été donnés, ils ne sont pas repris dans la délibération. Et voilà. Je reviens très rapidement sur le manque de débat lors de cette consultation. Pour moi, ça a été un vrai échec de démocratie participative, puisque même entre nous, nous n'avons pas eu le débat en conseil municipal et un peu en commission très rapidement. Bon, voilà, ça c'est fait, c'était votre choix. Nous restons persuadés que c'est une erreur éducative majeure d'allonger la journée scolaire des élèves. De fait, allonger la journée scolaire des élèves réduit une part de leur réussite scolaire, et notamment des élèves les plus en difficulté. Et c'est ça qui me met, moi, le plus en colère. Et on
on sacrifie la réussite scolaire, peut-être pas de tous les enfants, mais d'enfants sur l'autel des adultes et de leur organisation. Et moi, j'ai du mal à accepter ça. Et nous avons du mal à accepter ça. Ceci étant dit, l'inscription dans le plan mercredi est une bonne chose. Je pense que ce qui nous a été présenté en termes de démarche à la commission il y a 2 jours, avec de la concertation, de la co-construction, etc., est une bonne chose. Mais je ne comprends pas pourquoi 2022. Je pense que ça aurait pu être mis en place rapidement, d'autant plus que, d'après mes informations, mais il faut vérifier ça techniquement, le fait de mettre en place un centre de loisirs, un accueil collectif de mineurs exactement le mercredi matin, comme vous l'avez prévu, sur une année, va peut-être couper de financement pour l'année suivante. Donc je pense qu'il faut quand même regarder ça de près. C'est une petite incise, mais ça ne me semble pas une bonne idée de repousser à 2022 la labellisation plan mercredi, d'autant qu'il y a un peu d'argent à la clé. J'ai une autre phrase problématique dans la délibération. Il est dit pour l'ensemble des écoles publiques de la commune, le mercredi matin sera réservé à l'accueil de loisirs 7h30 à 12h. En fait, si vous me semble, mais c'est à vérifier juridiquement, si vous faites un accueil collectif de mineurs le mercredi matin de 7h30 à midi, je ne vois pas comment vous pouvez refuser un enfant de la commune, voire même un enfant d'une autre commune, encore que petit, ça peut-être. Mais donc, cette phrase me gêne un peu pour l'ensemble des écoles publiques de la commune. À partir du moment où vous êtes le mercredi matin en extrascolaire, ça peut paraître un détail, mais ça me semble important. Donc voilà, sur le fond, nous sommes inquiets sur la mise en œuvre de cette année de transition. Je l'ai dit en commission aussi, il y a vraiment une complémentarité à trouver avec la MJC. Regardez ce qui se passe dans les autres communes où il y a eu des accueils collectifs de mineurs qui ont été mis en place le mercredi matin. Les chiffres sont très, très aléatoires. La MJC sera forcément en concurrence à un moment donné sur cet accueil collectif de mineurs. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Et voilà en gros ce que je peux dire. Donc pour résumer, vraiment une opposition forte à cette délibération sur le fond et quelques questionnements sur la suite, et notamment sur cet accueil collectif de mineurs le mercredi. Après, je ne suis pas inquiet sur les équipes qui sont en place. Si elles ne sont pas modifiées, je pense qu'elles seront en capacité de gérer les accueils du soir. Mais un accueil collectif de mineurs le mercredi matin, d'autant plus 7h30 midi, bon courage. Voilà. Anne, donc nous voterons contre, évidemment. Je ne sais plus si je l'ai dit. Non, mais tu n'avais pas besoin de le préciser. Anne qui va te donner quelques informations. Vous voterez contre, mais vous co-construirez avec nous, c'est ce qui compte. Anne Drogo, oui, pardon. Anne Il faut que je dise le nom de famille, pardon. Alors, concernant le plan mercredi, il aurait fallu qu'on soit sacrément fort pour le mettre en place dès septembre, parce que vous savez d'une part que ça nécessite une convention signée, qu'il aurait fallu signer l'année dernière, du coup. Et ça demande quand même une certaine mobilisation des associations. Donc, pour moi, ça paraissait quand même assez prématuré de pouvoir se lancer là-dedans. Je pense que nos associations sont en souffrance cette année. Il faut aussi le temps qu'ils puissent se remettre et que du coup, c'est un projet qu'on va construire ensemble sur une année. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit sur 2022. Effectivement, on va perdre une certaine subvention, puisque comme c'était marqué, la dénomination des temps d'activité périscolaire sera spécifiquement supprimée. Donc forcément, la subvention qui va avec, c'est un investissement qu'on a pu présenter en budget aussi, qui va se faire sur l'année 2021-2022. Et c'est pour ça aussi que ce temps d'accueil du mercredi matin sera payant. Mais en tout cas, le plan label mercredi nous paraissait assez prématuré, si on veut y associer correctement les associations.
Concernant l'accueil de loisirs, c'est la différence entre le centre de loisirs sans hébergement et l'allocation de l'accueil de loisirs sans hébergement. Je vous avoue ne pas être assez pointue sur ce sujet et je me ferai un plaisir de revenir vers vous ultérieurement pour pouvoir vous expliquer les différences, bien que je pense que vous les connaissiez, mais je préfère me renseigner que d'avancer des choses que je ne connais pas, et je verrai avec Madame Carré pour pouvoir donner plus d'explications. Mais en tout cas, la LSH est légale le mercredi matin dans ce cadre-là. Ce qui me donne la transition avec la MJC. Je ne considère pas que la MJC soit nos concurrents parce qu'ils ont vraiment une offre de prestations qui leur est propre. Aujourd'hui, la MJC, elle accueille des enfants en demi-journée et elle pourra même le faire en journée à ce moment-là. Elle va répondre pour moi à une demande des familles qui ont besoin d'une journée complète avec de la restauration. Nous, on est plus sur un temps d'accueil du matin avec d'autres objectifs pédagogiques et d'autres apports aux enfants. Donc je ne les considère pas du tout comme des concurrents, on est simplement deux offres pour deux publics différents. Et bien évidemment, comme vous l'avez souligné en commission, nous pourrons les consulter effectivement sur la tarification par rapport au quotient familial pour ne pas être trop éloignés, mais ce sera uniquement à titre consultatif pour qu'on ne soit pas trop différents. Mais en tout cas, moi je les considère comme des partenaires qui peuvent répondre à des besoins plus spécifiques de famille. Est-ce que j'ai pu répondre à vos questions? Et vraiment, je précise, je reviendrai vers vous plus techniquement pour la LSH. Donc moi, je voudrais juste saluer aussi le travail qui a été fait par, entre autres, Anne et puis le service périsco, enfin scolaire, pardon, éducation, parce qu'ils ont sorti en très peu de temps là, un planning de réunion qu'ils m'ont présenté il y a quelques jours. Donc un vrai planning de travail auquel vous serez associés, bien sûr. Mais je pense que Anne a raison, et Franck, tu l'as dit aussi, je pense que c'est une réforme qui est importante. Alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord. En tout cas, elle va se mettre en place et il faut qu'elle se mette en place de manière sereine, la plus concertée possible. Parce que j'entends ton argument sur le fait qu'on laisse décider les parents. Mais de toute façon, si dans une famille, les parents ne sont pas bien, l'enfant ne sera pas bien non plus. Donc j'entends l'argument qu'on met en avant peut-être le choix des parents. Mais aujourd'hui, une famille, c'est un tout et on est bien obligé de prendre en compte tout ça. Les familles monoparentales. La société a évolué et je pense que les résultats de la consultation nous confortent dans le choix qu'on avait fait de les consulter. Et maintenant, je te garantis que si on avait eu un résultat à l'inverse, on aurait mis la même force, Anne et le service éducation, pour trouver une nouvelle solution sur 4 jours et demi. Voilà, donc je voulais juste préciser ça. Anne veut préciser quelque chose. Oui, et surtout pour les colistiers de notre liste, effectivement, la garderie du soir est prévue jusqu'à 18h, mais ce sera l'occasion d'un groupe de travail pour qu'on puisse adapter aux besoins des familles, notamment avec l'arrivée du dernier train. Donc, il y a un groupe de travail spécifique pour voir si on l'élargit de 18h à 18h15, ça fait partie. Là, on était sur de l'organisation du temps scolaire qu'il fallait envoyer rapidement, mais vu que c'est du périscolaire, ce sera décidé dans la commune. Voilà, mais c'est un groupe de travail. Ça me permet de rebondir sur ce que dit Anne. Voilà, c'est un exemple, mais ici, on est dans la réalité de la vie. Le train qui arrive à 17h57, pour un grand nombre de parents, c'était difficile pour eux d'arriver sereinement, de récupérer leurs enfants. Alors on est d'accord, c'est peut-être encore une fois penser plus aux parents qu'aux enfants, mais moi j'ai deux exemples de familles d'amis qui sont partis de Tullin, entre autres. Alors il n'y a pas que ça, on ne va pas mettre ça sur le rythme des 4 jours et demi, mais ils sont partis parce qu'en fait ils en avaient marre d'arriver en retard et d'appeler la crèche ou l'école en disant je vais avoir 5 minutes de retard. Voilà, donc c'est pour éviter ce genre de situation qu'on essaye d'adapter au mieux. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre le temps pour mettre en place les choses qui se passent le mieux possible. Et comme tu l'as dit, moi, j'ai aucun doute aussi sur la mobilisation des agents. C'est un nouveau challenge aussi pour eux de réorganiser tout ça. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Donc, 4. Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On change de thématique. On passe donc au personnel communal avec une délibération concernant la création d'un poste de manager de commerce à temps complet, cadre d'emploi des attachés territoriaux. Donc j'informe le conseil municipal de la nécessité de créer un poste de manager de commerce. Donc en effet, la ville de Tullin est dotée d'un tissu commercial et artisanal dense, composé de 2 centres-bourgs avec le secteur de Furs, qu'il convient d'accompagner, de conforter et de développer. Le manager de commerce sera ainsi chargé d'animer, de soutenir et de dynamiser le tissu commercial et artisanal de ces 2 centres-bourgs. Il aura un rôle prépondérant d'interface entre la commune et les commerçants et artisans, les partenaires consulaires et autres instances intervenant dans la vie du commerce et des services locaux. Il aura également pour mission de développer des actions d'animation et de promotion auprès des commerçants tullinois, notamment en matière de développement de la digitalisation du commerce, dans l'objectif de réaffirmer l'intérêt d'une destination marchande des centres-bourgs tout en encourageant leur fréquentation. Cette création de poste s'inscrit dans le cadre du plan de relance commerce de proximité, petite ville de demain, dont la Banque des Territoires, donc le groupe Caisse des dépôts, est un acteur en soutenant les capacités de reprise dans les petites villes de demain. Le poste de manager de commerce proposé peut, à ce titre, faire l'objet d'un cofinancement de la Banque des Territoires, donc sur la base d'un forfait de 20 000 € par an pendant 2 ans, dans la limite de 80% du coût du poste, soit 40 000 €. Aussi, vu l'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, je vous demande d'approuver la création d'un poste de manager de commerce à temps complet issu du cadre d'emploi des attachés territoriaux, poste de catégorie A de la fonction publique territoriale, filière administrative, d'ouvrir les crédits budgétaires correspondants et nécessaires au financement du poste au budget chapitre 012, de solliciter la Banque des Territoires pour le cofinancement du poste selon les modalités indiquées ci-dessus, et de modifier donc le tableau des effectifs en conséquence si besoin, et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. 13e délibération concernant la modification du tableau des effectifs qui indique donc l'augmentation du temps de travail d'un agent. Donc, en raison d'une redéfinition des missions de la police municipale, il apparaît nécessaire d'augmenter le temps de travail d'un agent. Donc, concrètement, il s'agit d'ajouter une mission de surveillance de la voie publique, ASVP, pour un agent actuellement à 24 heures hebdomadaires et de modifier le tableau des effectifs comme suit. Donc, on supprime un emploi à temps non complet de 24 heures au grade d'adjoint technique et on crée un emploi à temps complet à 35 heures au grade d'adjoint technique, à date d'effet du 15 mai 2021. Vu l'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale, considérant les besoins et nécessités de service, je demande au conseil municipal de décider de la modification du tableau des effectifs, comme je vous l'ai détaillé ci-dessus, et de dire que les crédits sont inscrits au budget. Donc, pour information, j'aime bien rappeler la petite histoire, parce qu'elle a démarré au mois d'août par le retour d'un agent que nous devions reclasser.
Et donc, cet agent a rejoint en tant qu'administratif la police municipale, qui a permis de soulager le service et surtout de permettre aux 3 policiers municipaux de retrouver des missions, leurs vraies missions de prévention, de sécurité, de pédagogie auprès des habitants et puis de verbalisation aussi. De temps en temps, il faut. Et donc cet agent a pris en charge toute la partie administrative. Donc c'était déjà une belle reconversion parce que pour des problèmes médicaux, elle ne pouvait pas retrouver son poste précédent. Et puis, ça a fonctionné très très bien. Et aujourd'hui, on lui a proposé de devenir donc ASVP, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas donc policier municipal, mais elle aura la possibilité de verbaliser. Et donc de passer de 24 à 35 heures, elle va pouvoir non seulement continuer à faire de l'administratif, faire de la verbalisation en zone bleue et zone jaune, dont il y a bien besoin à Tullin. Et c'est aussi la personne qui s'occupe des marchés de Fur et de Tullin. Et là aussi, je tiens à saluer le travail qu'elle fait, parce que le marché de Tullin est après se développer comme jamais, et celui de Fur encore pire, à chaque mercredi, maintenant, on a pratiquement 2 nouveaux exposants. Et ça, alors, sans enlever du travail à Dolores, qui œuvre aussi au quotidien pour ça, mais il faut reconnaître que cet agent a trouvé, s'est passionné pour son travail, et je trouve ça, c'est une belle histoire que je souhaitais partager avec vous, parce qu'en cette période un peu triste de crise sanitaire, et ben voilà, j'aime bien raconter les belles histoires, et je pense que cette belle histoire, elle n'est pas terminée. Voilà, donc cette délibération, c'est pour pas clôturer cette belle histoire, mais mettre une pierre de plus à l'édifice. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous allons passer à des points concernant l'intercommunalité et des rapports annuels des services publics. Donc, avant de laisser la parole à Claire Péchel, je vous indique simplement que ce sont des points d'information qui ne donnent pas lieu à délibération. Et je vous précise aussi que ces documents, donc le rapport annuel 2019 du réseau du transport du Pays Voironnais et le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service eau et assainissement de la CAPV, sont disponibles à la DGS, bien sûr. Voilà. Du coup, tu as tout dit. Ah, j'ai tout dit, mince. Donc c'est très bien. Ah oui, j'ai tout dit. Ouais. Bon, je suis désolé. Ah oui, alors pendant les questions, donc comme nous sommes arrivés au bout donc de l'ordre du jour, pendant les questions orales, pour éviter d'oublier de signer, je vous fais passer la feuille de présence à signer toujours avec le crayon magique. Voilà, donc je vous propose qu'on ouvre la séance des questions orales. Est-ce que vous avez des questions orales ? Franck, présumé. C'est pas une question orale, mais je trouve assez... On n'a jamais eu une présentation aussi rapide des rapports, là, quand même. Je sais pas, je trouve ça un peu... Alors, en fait, les rapports, ils font... Oui, mais on aurait... Pas bon. Je ne suis pas un fan de ça, mais il y a un mini... Enfin, je trouve que c'est un peu... Ils sont même pas joints à l'ordre du jour. Là, on nous dit qu'ils sont... On ira les voir, ok, j'ai compris. Non, donc, mais peut-être que la prochaine fois, on pourra en faire une synthèse, écoute. Oui, il n'y a pas de... Par respect pour ces services du Pays Voironnais, je trouve, au moins. Enfin, voilà. Je suis un peu étonné, c'est tout. On était étonnés avec Eric, donc c'est juste... alors, pour la petite histoire, avant, on avait des présentations parfois un peu trop longues, il faut bien le dire, mais entre ce soir et avant, il y a peut-être une demi-mesure à trouver, voilà. Mais vous ne répéterez pas ça à Jean-Pierre Renevier si vous le croisez. Ah, c'était à lui que tu faisais allusion, d'accord. Autant pour moi, je pensais qu'ils étaient en annexe. Je n'ai pas vérifié, donc voilà. Je n'ai pas la note de synthèse sous les yeux, mais je vous ferai une présentation la prochaine fois. Pas de souci. En plus, Franck, tu les as déjà eus en conseil communautaire.
Allez. Non, mais au-delà, je pense que c'est important. Alors peut-être de ne pas perdre du temps en conseil municipal avec ça, mais au moins peut-être de vous les envoyer et que ça peut donner lieu à des questions après au conseil municipal. Parce que c'est des choses qui sont très intéressantes, vu que souvent les gens se demandent à quoi sert le pays voironnais, et ces rapports sont intéressants parce qu'on apprend plein de choses intéressantes. Et pas tout le monde n'est conseiller communautaire, je suis d'accord. Pas d'autres questions orales ou d'autres remarques ? Eh bien, écoutez... Ah oui, pardon, j'avais oublié de... Alors, il faut bien penser à signer. Donc, vous restez encore assis. Je dois passer la parole à Brahim, qui a une petite communication à nous faire à tous et à toutes. Bonsoir. Donc, je voulais prendre la parole. Ça n'a complètement rien à voir avec le conseil municipal de ce soir, mais je voulais un peu resituer certaines choses. Alors, juste avant, oui, je clôt la séance du conseil municipal. Voilà, comme ça, on peut arrêter l'enregistrement et je passe la parole à Brahim Sadi. Merci Gérald. Donc, comme vous le savez, lundi 8 mars, c'était la journée des droits de la femme. Et c'est l'occasion quand même de faire le bilan sur la situation des femmes et de rappeler l'importance de l'égalité des droits hommes-femmes et de fêter aussi la victoire et les acquis en termes des droits qui ont eu lieu sur ces dernières années et surtout de leur faire entendre leur voix et d'améliorer leur situation au quotidien. Donc c'était important pour moi de le rappeler et c'est la raison pour laquelle c'est pas grand-chose, mais je voulais à toutes les femmes qui sont présentes ce soir vous faire un petit présent et j'avais une rose à vous offrir à chacune d'entre vous. Voilà. Merci. C'est dommage, une année hors Covid, t'aurais pu faire la bise. Allez, ben exécute-toi, Brahim, s'il te plaît. Brahim, t'as pas oublié la journaliste ? Bon, merci à tous. Pensez bien à signer avant de partir. Et puis, merci encore à tous pour votre présence ce soir. Très bonne soirée. Et à très bientôt.